Éco, l'émission qui donne la parole aux créateurs d'entreprises avec une sacrée histoire aujourd'hui. Bonjour Alain Mandine. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes le président d'OCIS. Vous fabriquez des équipements électroniques professionnels, notamment du câblage, des bornes interactives, de la télécommunication. Mais c'est la genèse de l'histoire qui est absolument incroyable, parce que vous avez créé un holding en regroupant 3 entreprises très expérimentées. DEPEP, qui fabrique des téléphones fixes, qui a vu le jour en 1952. Saditech, c'est de la production, c'est une usine, c'est de l'assemblage. Ça a été créé en 1977. Et Milesis, alors là, on est dans le bureau d'études d'électronique, créé en 1981. Et vous avez la conviction qu'il faut croire à l'industrie, croire au Made in France, et croire que l'on peut produire en France de manière propre. Vous pensez que l'industrie, c'est quelque chose de clé pour un pays comme le nôtre ? Oui. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que j'en ai la conviction aussi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de clé. J'ai eu l'occasion par le passé de montrer qu'on pouvait faire des choses en France et pas forcément les externaliser, les faire en best shore, en offshore ou autre. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on réfléchit bien lorsqu'on conçoit un produit, on peut mettre toutes les chances de son côté en ayant la capacité à le produire en France dans des conditions qui sont tout à fait compétitives par rapport à l'Asie ou des pays comme nous. Je ne cesse d'entendre des chefs d'entreprise dire qu'on souffre d'un manque de compétitivité de l'économie française du fait du poids de notre protection sociale, de nos cotisations sociales, de la fiscalité. Vous dites, il y a moyen. Il y a moyen de faire. Alors c'est vrai qu'on a des charges, etc. Ça, on ne va pas le nier. Elles sont là, les charges. Enfin, la liste des impôts de production que vous devez allègrement payer. Bon. Voilà. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, à côté de ça, de toute façon, baser un raisonnement sur simplement se dire je vais me mettre à tel endroit parce que les impôts ne sont pas ceci ou ne sont pas cela, il faut d'abord, avant tout, que le business soit rentable et que ça soit économiquement viable. Ouais, enfin, quand le business est rentable, se dire je vais aller là parce que ça va me coûter moins cher que là, c'est un peu rationnel aussi quand même. Hein. C'est un peu rationnel, je suis d'accord avec vous. Ceci étant, ça a aussi quelques inconvénients. On le voit, produire en Asie, c'est loin. C'est juste. C'est pas la même philosophie, il faut arriver à se comprendre. Il y a des erreurs, il y a des délais. En ce moment, en plus, avec la crise du Covid, on a des délais qui se sont multipliés quasiment par 2. Donc, c'est beaucoup de problématiques, c'est du transport. Et puis, c'est pas du tout écologique. Hein. Non, et puis, ça n'a pas non plus le même intérêt financier que ça pouvait l'avoir il y a une quinzaine d'années quand c'était une Chine naissante et qu'aujourd'hui elle est quand même arrivée à un niveau de maturité qui n'est pas le même. D'ailleurs, DEPEP relocalise d'Asie. Donc quand vous entendez ce discours politique sur la relocalisation, la renaissance industrielle de notre pays, c'est quelque chose auquel vous croyez ? C'est quelque chose auquel je crois. Nous, on s'y était préparés avant que ce discours soit effectivement porté, parce que globalement, ces 2 dernières années, on y croyait vraiment parce que on a la capacité aujourd'hui à automatiser le process de production. Ah, mais ça c'est la clé. Voilà, bien sûr. Ah, ben voilà. Bien sûr. Il faut concevoir du Made in France avec des robots. Du Made in France avec une part de robots et une part d'humain. En gros, on va sortir de l'humain tout ce qui n'est pas des tâches à valeur ajoutée. Et on va positionner l'humain uniquement sur les tâches à valeur ajoutée. De toute façon, aujourd'hui, les salariés, ils veulent gagner mieux leur vie, ce qui est logique, ce qui est normal. J'ai été moi-même salarié, donc je le comprends parfaitement. Il faut mettre des robots là où ce sont des tâches répétitives. J'entends bien. Qui n'ont pas d'intérêt particulier. Cette idée de relocaliser, quelles sont les motivations qui sont les vôtres ? C'est vraiment une chaîne de valeur que je maîtrise, il faut que ça aille plus vite. Il faut une chaîne de valeur qu'on va maîtriser. C'est un time to market qui va être meilleur parce qu'on a des délais. C'est aussi une gestion de stock qui va être améliorée parce que quand on fait produire en Asie, on est obligé de produire des grandes quantités qu'on ne va pas forcément écouler tout de suite. Donc c'est aussi des problématiques de gestion de stock qu'il faut faire. Et puis, s'il y a un problème dans la production, là, c'est tout de suite un peu la catastrophe parce que les délais, bien sûr, vont s'allonger, etc. Donc, quand on a tout autour de soi, on va pouvoir maîtriser ça. L'autre aspect des choses, c'est que la maîtrise de la chaîne de valeur permet aussi de faire des choses qu'on ne ferait pas nécessairement avec des sous-traitants. Et quoi donc ? La personnalisation. Ah oui. La personnalisation. Aujourd'hui, les clients demandent beaucoup de personnalisation. Quand on vend aujourd'hui des téléphones dans des hôtels, le téléphone, il est personnalisé pour l'hôtel. Ah ben oui. Ça, on ne peut pas le faire quand on va le faire sous-traiter. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous joignez les actes à la parole. Vous avez un vaste projet d'usine en Île-de-France, rien que ça. En 2022, en dépit de ce que nous vivons, il est toujours d'actualité, ce projet. Vous allez aller au bout de l'histoire. Il est toujours d'actualité. Entre demain matin et vendredi, je rencontre trois élus différents avec les constructeurs qui vont avec pour regarder 3 projets qui sont en cours et
d'ici la fin du mois, on aura choisi l'un de ces 3 projets pour construire une usine et essayer de faire quelque chose en plus d'un peu original dans le concept et d'amener à faire effectivement une production française. On entend aussi beaucoup, le Made in France, tout le monde veut du circuit court, du Made in France, du bio. Alors, bio, je ne parle pas de ça pour vous, oui. Mais on se dit, est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher? Est-ce que du local Made in France, même si les ouvriers chinois sont mieux payés qu'en France, c'est quand même pas le même niveau aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le client devra payer plus cher et qu'il faut qu'il l'accepte? Il y a un petit delta, effectivement, qui va exister, mais si je prends déjà la fabrication de cartes électroniques, qu'on soit en France ou qu'on soit en Asie, c'est fabriqué avec des machines. Les machines sont les mêmes là-bas et ici. On a comparé pour voir si on pouvait sourcer les machines moins chères là-bas. C'est les mêmes prix. Donc la différence, elle se fait sur éventuellement 1 ou 2 personnes qui font dehors d'une ligne de production. C'est pas ça qui fait la différence. D'accord. Donc produire de l'électronique en France, c'est faisable. Après, la problématique qu'il y avait derrière, c'est l'assemblage. Parce que l'assemblage, historiquement, c'est la main-d'œuvre. Ce sont plein de petites actions successives qui vont permettre d'assembler un équipement. C'est là où les robots arrivent. C'est là où les robots arrivent. Donc on va, effectivement, comme je disais tout à l'heure, changer de type de main-d'œuvre et faire évoluer aussi des ouvriers vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce sera ma dernière question, mais juste avant, vous dites aussi que produire propre, c'est possible. Alors c'est exactement dans l'air du temps, oui. Mais comment fait-on? Dans cette usine, on prévoit d'abord de mettre des panneaux solaires, de mettre des éoliennes hélicoïdales, d'avoir des puits canadiens. Et on interdit absolument dans les propositions qui nous sont faites qu'il y ait des clims. Il n'y a aucune clim. En plein été. Et en plein été, on va justement utiliser la technologie du puits canadien pour aller refroidir l'air et avoir quelque chose qui soit raisonnable. Voilà. C'est assez fascinant d'écouter votre vision des choses à l'Amandine, mais est-ce que vous trouvez la main-d'œuvre qu'il faut? Est-ce que vous arrivez à recruter? Est-ce que la France vous permet d'avoir la masse salariale dont vous avez besoin par rapport aux enjeux techniques qui sont les vôtres et au niveau d'expertise que vous voulez atteindre? Alors recruter, c'est effectivement un gros challenge. Il y avait une boîte sur 2 qui avait du mal en 2019. Ouais. Hein, donc, ouais. À tous les niveaux, c'est compliqué. C'est compliqué de recruter des ingénieurs parce qu'on est une PME et que, quoi qu'on en dise, les jeunes ingénieurs, ils vont plutôt dans les grands groupes que dans les PME. On arrive un petit peu mieux depuis quelques temps, peut-être parce qu'on est un petit peu plus visible, parce qu'on a remporté quelques jolis contrats qui nous mettent un peu plus en lumière. Ça, c'est une chose importante, mais ça reste quand même difficile. La crise du Covid nous a amené à pouvoir recruter un peu plus facilement des informaticiens. D'accord. Voilà, parce que les ESN se sont retrouvés dans une situation qui finalement a créé un petit peu de mobilité. Par contre, pour tout ce qui est la main-d'œuvre, là, c'est très compliqué. On a 2 cas de figure, agent de production. L'agent de production chez nous, quand on recrute, c'est quelqu'un avec qui on nous demande d'avoir aucune connaissance particulière. En gros, d'avoir des mains, d'avoir une capacité à se mouvoir et avoir un minimum d'intelligence, c'est tout. Et on va entièrement le former. On a très peu de gens qui répondent à ce genre d'annonce. Alors on pourrait s'attendre à avoir beaucoup de candidats. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième sujet qu'on a, c'est recruter sur tout ce qui va être le câblage électronique. Il n'y a plus de formation en France. C'est comme pour le nucléaire, on n'a plus les ingénieurs. Il n'y a plus de formation en France. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit que l'électronique, on n'en faisait plus en France, donc tout s'est arrêté. Oui. Et donc voilà, donc là, c'est pour ça qu'on va adosser à l'usine un CFA. Un centre de formation des apprentis. Exactement. Pour former, j'espère, des jeunes, qu'on pourrait prendre assez jeunes, et donc avoir des gens qui vont faire leur métier. C'est un beau métier, quand même. Mais bravo pour ce que vous faites, hein, parce que votre témoignage est incroyablement révélateur des réalités françaises, puis il est quand même porteur d'espoir. Tout à fait. Pas mal. Merci à l'Amandine d'avoir été avec nous. Hein. Merci Nicolas. Président d'OCIS.